Bonjour à tous, dans ce chapitre nous allons voir les besoins nutritifs des animaux et des plantes vertes. Je vous invite du coup, si vous avez des questions, à mettre sur pause et les écrire dans un brouillon. Nous verrons ça dans un cours prochain. Alors, de quoi un être vivant a besoin pour vivre ou survivre? Un être vivant a besoin forcément pour vivre. Alors, un être vivant a tout simplement besoin, dans un premier temps, besoin du soleil, d'une énergie lumineuse. C'est-à-dire que ce soleil procure notamment la photosynthèse aux plantes. On verra ça un peu plus tard dans ce chapitre-là. Donc, du coup, un être vivant a besoin aussi pour croître, pour se reproduire. Il a besoin d'avoir une quantité lumineuse suffisante qui va lui permettre de survivre. Je rappelle que la moyenne idéale pour survivre sur la planète Terre, ou en règle générale, la moyenne générale de la, la température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. Alors, si on parle des amplitudes thermiques, eh ben, tout simplement, il faut d'abord avoir des interactions entre le soleil, le sol, l'air, l'eau, et ça a un impact direct sur la température. Par exemple, on va tout simplement, sur Terre, ça peut varier d'une extrémité à l'autre. Les records de température dans le grand froid sont de moins 88 degrés Celsius, qui se trouve à Omiakon en Russie, c'est dans une partie de la Sibérie, auquel les records de température se sont du coup établis à moins 88 degrés Celsius. De l'autre côté, vous avez la vallée de la mort, ou la Death Valley en Californie, aux États-Unis, auquel on enregistre des records de température avoisinant les 50 degrés Celsius. Donc, dans ces deux cas, un être vivant euh, aurait du mal à survivre si du coup il n'y avait pas forcément de l'eau en règle générale. Donc, aussi, ce qui se passe, c'est qu'un être vivant a besoin aussi d'oxygène, de l'air, pour survivre. Je rappelle que l'air que nous respirons est composé à majeure partie de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de gaz rare. En règle générale, ce que vous voyez comme expérience avec ce sorte de briquet, c'est tout simplement un strioscopique qui permet de voir l'air. Aussi, pour qu'un être vivant survive, il a besoin de l'eau liquide. Donc, tout simplement pour boire, pour se nettoyer, etc., etc., tous les usages que vous connaissez. Donc, les animaux ont besoin d'eau pour divers objectifs dans l'organisme, puisque du coup, il contient des sels minéraux. Donc, tout simplement, aussi, l'eau contient de l'oxygène qui est dissous, et du coup, du dioxyde de carbone. Ah. Alors, pour survivre, forcément, un être vivant a besoin de se nourrir. D'accord? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un élément qui est très important et nécessaire à l'organisme pour pouvoir avoir de l'énergie, grandir et surtout se maintenir en vie tout au long tout au long de son existence. Voici ce que vous pouvez marquer dans une nouvelle page, les besoins nutritifs des animaux et des plantes vertes. La problématique qui sera: quels sont les besoins nutritifs des êtres vivants pour vivre et grandir? Avec le grand 1, la production de la matière organique par les êtres vivants. Je vous laisse mettre sur pause afin d'écrire ceci dans votre cahier et de coller l'activité 1 à la suite dans le cahier, après avoir marqué les différents titres, bien sûr.
nous allons voir dans cette partie la production de matière organique par les êtres vivants. Donc, tout simplement, c'est prendre de la matière organique par les êtres vivants, donc par une croissance qui peut être mesurable. Comme vous, par exemple, vous avez pris de la masse depuis que vous êtes né, ou alors vous avez grandi depuis que vous êtes né de la même occasion. Donc ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que par exemple dans les carnets de santé, vous avez ce genre de graphique qui établit une courbe de croissance ou la prise de masse en fonction d'une moyenne. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est à partir de la puberté, vous allez avoir une grosse partie de votre croissance qui va être effectuée pendant que vous êtes entre 10 et 16-17 ans. Donc du coup, à force que ça soit chaque être vivant, par exemple, votre croissance est relativement lente. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que on peut notamment le mesurer pour chaque être vivant en fonction de données scientifiques de suivi. Comme par exemple, la masse d'un escargot peut être suivie, comme par exemple la taille d'une plante verte. Alors, pour comment dire, c'est tout simplement ce qu'on appelle fabriquer de la matière. Et bien, en se développant, les êtres vivants produisent leur propre matière, qu'on appelle leur propre matière. Donc la matière dite animale, par exemple. À partir de ce qui est prélevé dans le milieu. Donc je rappelle que du coup, c'est exactement ce qu'on a vu ultérieurement, la définition d'un écosystème. Un écosystème, c'est du coup des êtres vivants qui interagissent dans leur milieu. Donc par exemple, ici, vous avez l'exemple du panda qui transforme les feuilles qu'il consomme en se nourrissant. Il va créer ou renouveler des muscles ou du pelage, des os, etc., etc. Et donc, le panda, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va créer à partir de la matière organique. Donc la matière organique, c'est tout simplement tout ce qui peut être trouvé dans la nature, qui est fabriqué par les êtres vivants. Comme par exemple, vous pouvez avoir des tissus, des coquilles, des fruits, des légumes, etc., etc. Alors, comme par exemple, dans ce cas avec le cerisier, le cerisier va pousser, se transforme en élément nutritif qu'il prélève grâce aux feuilles, aux branches, aux fruits, etc., etc. Donc lui, c'est ce qu'on appelle un producteur primaire. Un producteur primaire, c'est quoi? C'est tout simplement un producteur qui va prélever sa propre matière et créer sa propre nourriture. Alors, nous voici donc du coup dans un autre exemple. On peut dire que tous les êtres vivants sont des producteurs de matière organique, donc qui est notamment de la matière vivante. Donc, c'est-à-dire comme quoi c'est à partir de matière carbonée qui constitue l'ensemble des êtres vivants, comme vous et moi. Nous avons plus de environ 20% de carbone en nous. Donc, l'eau est composée de carbone aussi, qui compose l'essentiel de ce que nous avons besoin, et notamment vous avez aussi besoin de sels minéraux. Donc dans l'hydrogène, vous avez tout simplement la partie H, l'oxygène O, azote N, etc., etc. Alors cette matière organique permet la fabrication et l'entretien des organes des êtres vivants. Comme je disais ultérieurement, il permet de renouveler des feuilles, créer des nouvelles tiges par exemple, renouveler du coup les besoins pour le cœur, les muscles, etc., etc. Donc
De quoi est constituée la matière organique? Ben, je disais précédemment comme quoi c'est produit par les êtres vivants en eux-mêmes. Et donc du coup, vous allez avoir à partir de la matière organique qu'on prélève dans le milieu de vie, des échanges qui vont s'effectuer grâce au milieu et aux êtres vivants. Donc si on prend l'exemple du campagnol, le campagnol, lui, va commencer à se nourrir de feuilles, de graines, etc., etc. Il va servir notamment de garde-manger pour le renard qui va le manger. Et donc, du coup, ce qui va permettre de produire du lait pour ces petits renards, qui va leur permettre de continuer leur croissance. Ces animaux sont des producteurs secondaires, c'est-à-dire qui vont prélever de la matière organique dans le milieu, contrario à ceux du coup les producteurs primaires qui du coup fabriquent leur propre matière organique à partir de l'énergie solaire grâce à la photosynthèse. Donc là, on est dans les producteurs secondaires, ils doivent aller chasser pour tout simplement manger et croître tout simplement et continuer la croissance ou renouveler leurs besoins et tout simplement vivre. À la suite, du coup, la suite pour ce campagnol, ben, elle va se finir non seulement dans l'urine du renard, et qui va être super important en sels minéraux, et au-delà, du coup, par la matière fécale du renard. Donc, c'est-à-dire comme quoi tout ce qui n'a pas été digéré par le renard, eh ben, va se décomposer et va donner de la matière fécale. Donc, à la suite, cette matière fécale va nourrir tout ce qui est les micro-organismes du sol. Alors, un autre exemple, c'est la vache, auquel bah, forcément la vache commence à toujours brouter l'essentiel de sa journée. Dès sa naissance, bah, en fait, le veau va peser 40 kg et au bout de 120 kg, 120 jours, et ben, il va peser 160 kg. Et ben, l'éleveur va tout simplement essayer de mettre à disposition un abreuvoir, des blocs de sels minéraux. Une vache, tout simplement, va, à partir du printemps, être laissée dans un champ et va permettre du coup de brouter toute la journée. Ou même qu'en hiver, on lui mettra du foin, du foin pour qu'elle puisse s'alimenter. Mais si on la laisse du coup dans un champ sans herbe, elle va forcément perdre de la masse musculaire, elle va tout simplement maigrir puis mourir s'il n'y a pas de présence d'eau ou de blocs de sel par la même occasion. Voici du coup votre activité à faire à la suite. Donc vous pouvez la faire dans le cahier de toute l'activité. Et en particulier l'activité 1 qu'il faudra faire dans le cahier, soit dans un papier millimétré, soit à la suite avec l'aide de vos feuilles à carreaux. Je rappelle comme quoi un graphique doit être fait avec notamment la masse sur l'axe des abscisses et la masse sur l'axe des ordonnées. On utilisera une courbe pour la première question. C'est à vous de jouer.
est-ce que toutes les plantes font la photosynthèse? Alors, j'aurais tendance à répondre oui, si ces plantes ont de la chlorophylle. Donc en fait, toutes les plantes vertes font de la photosynthèse. Parfois, le vert, il est un petit peu caché. Par exemple, il y a des arbres dont les feuilles sont rouges. Ils sont rouges parce qu'il y a des pigments rouges, des couleurs rouges qui cachent le vert. Mais derrière le rouge, il y a bien du vert. Donc là, ces plantes-là feront aussi de la photosynthèse. Par contre, il y a certaines plantes qui, au cours de l'évolution, ont perdu leur chloroplaste et ont donc perdu leur vert et sont devenues brunes. Ces plantes-là, par exemple des orobanches, par exemple des orchidées qui poussent dans les sous-bois, comme par exemple la néocie. Autre exemple, des plantes qu'on va trouver sur des cultures, par exemple la cuscute. Toutes ces plantes-là, pour survivre, sont des plantes parasites. Qu'est-ce que c'est qu'une plante parasite? C'est une plante qui va se nourrir de la sève sucrée d'autres plantes qui, elles, sont vertes, qui, elles, ont fait de la photosynthèse et ont fabriqué des sucres. Donc les plantes parasites, celles qui ont perdu leur chloroplaste, elles sont obligées de voler la sève fabriquée, les sucres fabriqués par les plantes vertes pour survivre. Elles se comportent finalement un peu comme nous, comme des animaux. C'est-à-dire qu'elles deviennent consommatrices de matière organique déjà fabriquée par d'autres plantes qui, elles, étaient vertes. Ces plantes parasites, elles sont par contre capables, elles, toujours, de se procurer de l'eau, par exemple dans le milieu, ou bien elles sont voleuses complètement et elles vont voler à la fois la sève sucrée de la plante qu'elles parasitent et également l'eau, la sève non sucrée. Qu'est-ce que la photosynthèse? La photosynthèse, c'est un processus qui permet à une plante verte de fabriquer de la matière organique. Pour cela, elle a besoin de dioxyde de carbone de l'air, de l'eau du sol et de lumière. La photosynthèse se décompose en deux grandes phases. La première phase dans la plante, c'est la capture de la lumière par les chlorophylles. C'est ce qui fait le vert de la plante. Dans cette première phase de capture de la lumière, la plante va fabriquer des produits qui vont ensuite servir à la deuxième phase de la photosynthèse. Ça veut dire que la deuxième phase ne peut pas fonctionner si la première n'a pas eu lieu, si la lumière n'a pas été capturée. Donc, dans la deuxième phase de la photosynthèse, c'est là que le dioxyde de carbone est absorbé par la plante et fixé dans la matière organique. Pour faire ça, il faut une enzyme qui s'appelle la rubisco. Et cette enzyme, c'est une protéine très compliquée, mais c'est finalement la protéine la plus abondante sur Terre, parce que toutes les plantes vertes ainsi que toutes les algues vertes la possèdent. Lorsque le dioxyde de carbone est fixé par cette rubisco, les produits qui vont suivre, la plante va fabriquer des sucres qui seront plus ou moins simples et qui vont se compliquer, qui vont se combiner les uns aux autres, jusqu'à donner un gros sucre très compliqué qu'on appelle l'amidon. Cet amidon, c'est la forme de réserve de carbone des plantes. On va trouver de l'amidon stocké dans les graines, par exemple. On en trouve également stocké dans les bulbes et les tubercules. On en trouve également dans les bois des arbres. Et ces réserves seront utilisées un peu plus tard par la plante, ou bien seront utilisées par l'homme, si on récolte les graines ou les fruits. L'amidon servira à notre alimentation. Si on mange des pâtes tous les jours, c'est parce qu'on a pu utiliser le blé dans lequel l'amidon a été stocké dans les grains.